Santé Magafrique. Dans les villages et les villes, ça résonne. Un micro ouvert sous le soleil qui tonne. Santé Magafrique, des voix qui éclairent, des conseils précieux, un savoir qu'on partage en l'air. Rendez-vous avec Samar Hamadi sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Magafrique. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet trop souvent entouré de silence et de tabous, les menstruations. Comment mieux informer? Comment garantir l'accès aux protections hygiéniques? Et surtout, comment transformer cette question intime en véritable enjeu de santé publique et de dignité humaine? Pour en discuter, nous accueillons comme à chaque fois le docteur Ilyas Ramouk, infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Samar. Comment ça va docteur? Ça va, merci, et toi? Tranquille, la santé va bien, alors ça va. Et on commence par un petit rappel, ce que sont les menstruations d'un point de vue médical, docteur. Alors, la menstruation, ce qu'on appelle aussi les menstrues, très bien. Qu'on appelle communément les règles. Voilà, c'est pour que tout le monde comprenne. Oui. Donc, ce sont des écoulements périodiques chaque mois et temporaires de cellules de la paroi utérine. L'endomètre, donc cet endomètre qui va s'épaissir chaque mois, puis à la fin du cycle, s'il n'y a pas de grossesse, cette paroi endométriale, cette paroi utérine, elle va être évacuée par le vagin, donc chaque mois. C'est ce qu'on appelle les règles ou les menstruations. Alors, sur le plan étymologique, tu me connais, tu sais que j'aime bien donner l'origine des mots. Donc, menstruation, ça vient du latin mensis, qui veut dire mois. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est chaque mois. Le mot règle, c'est en français, c'est pour décrire un phénomène régulier. D'accord. Règle, régulier. Ça, je l'ai deviné. Hein. C'est des cycles. Voilà. D'accord. Donc, c'est des cycles en moyenne de 28 jours. Mais ce n'est régulier que chez 13% des femmes. D'accord. C'est pas chez tout le monde et c'est ce que nous allons voir. Vous dites que c'est un phénomène naturel, docteur, mais pourquoi alors provoque-t-il chez certaines femmes de fortes douleurs? Alors, ça, on appelle ça les dysménorrhées. Les dysménorrhées, ce sont les douleurs qui accompagnent les règles. Voilà, c'est ça, c'est dysménorrhée. Alors, il y a ce qu'on appelle les douleurs prémenstruelles ou le syndrome prémenstruel. Donc, c'est des jeunes filles ou des femmes qui, avant quelques jours de leurs règles, déjà commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, parfois, ils ont des douleurs au niveau des seins, parfois, ils ont des douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas du dos, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Et quand les règles arrivent, ce qu'on appelle des dysménorrhées, donc c'est des douleurs menstruelle. Alors, la douleur, elle est physiologique, elle est normale. Mais il y a des femmes qui souffrent vraiment beaucoup à chaque cycle, que ce soit de manière physiologique, c'est-à-dire c'est des douleurs normales mais qui sont un peu gênantes. Et là, parfois, il y a des femmes qui prennent des traitements, donc des anti-inflammatoires par exemple, des antalgiques, chaque mois. Il y a dans le cas de pathologies comme l'endométriose, où là, la douleur, elle est très importante et parfois, elle n'est pas au niveau des zones habituelles. Parfois, elle est à distance parce qu'il y a un tissu endométrial qui n'est pas à sa place. Et là, c'est une maladie. Donc, l'endométriose, c'est une maladie. Parfois, elle a un impact faible. Parfois, elle a un impact très important. Parfois, ça va à l'ablation, donc à une hystérectomie. On va enlever l'utérus tellement ça fait mal. D'accord. Mais c'est des cas vraiment extrêmes. Mais les dysménorrhées ou les douleurs qui surviennent avec les règles, c'est un phénomène qui est physiologique. Donc, qui sont souvent associés à un syndrome prémenstruel. Et c'est l'une des, des problèmes qui surviennent avec les règles. D'accord. Donc à partir du moment où la douleur devient anormale, c'est-à-dire on le sait, c'est en nous, est-ce que ça doit alerter et pousser à consulter? Oui.
Oui. D'accord. Vous savez, une femme, un cycle menstruel est variable d'une femme à une autre, mais même pour la même femme. Avec l'âge, parfois les cycles menstruels deviennent différents. Par exemple, la douleur, elle survient surtout lors de l'adolescence avec l'installation des règles, ce qu'on appelle la ménarchie. La ménarchie, c'est le début des règles. Il peut survenir à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Donc, il y a beaucoup de différences. Il ne faut pas que les femmes se comparent entre elles. Parce que chaque femme, elle a ses propres règles, ses propres douleurs. Parfois, au début, chez une jeune fille, une adolescente, c'est plus douloureux. Après, ça diminue. Alors, il y a des femmes qui avaient des règles douloureuses et quand elles sont tombées enceintes, elles ont repris leurs règles, la douleur a diminué. Et justement, qu'est-ce qui fait ces différences-là, ces changements-là? Ça, c'est génétique, c'est génétique. C'est complètement génétique. Pour le début des règles, il y a la génétique, il y a aussi une femme qui est en surpoids. C'est-à-dire toute chose peut jouer un rôle. Toute chose. Oui. Toute chose peut jouer un rôle et les femmes entre elles sont différentes. C'est comme deux femmes qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas le même poids, qui n'ont pas le même système hormonal, qui n'ont pas la même génétique. Donc, il ne faut pas se comparer entre elles. Par contre, des règles qui deviennent plus douloureuses, qu'avant. Il faut consulter. Chaque personne, elle doit se contrôler carrément, se surveiller. Des règles qui durent plus longtemps ou que ça saigne un peu plus, il faut contrôler. Et à partir du moment où le retard, par exemple, devient fréquent, parce que beaucoup de filles se plaignent de ce problème-là, elles disent... Oui, le cycle, par exemple, un cycle de 28 jours, il devient un cycle de 35 jours et tout. Est-ce que, quand ça arrive, quelquefois, c'est normal, et quand c'est fréquent, c'est alertant, ou même une fois, c'est alertant? Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Alors, quand on a pas de règles, quand il y a absence de règles, on appelle ça une aménorrhée. D'accord. L'aménorrhée peut être primaire. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une jeune fille, à partir d'un certain âge, mais cette jeune fille n'a jamais eu de règles. On appelle ça l'aménorrhée primaire. D'accord. Évidemment, il faut consulter. Parce que parfois, c'est un problème hormonal. D'accord. Donc, mais il ne faut pas comparer les filles entre elles. Pas une fille qui a 14 ans n'a pas eu ses règles, elle va se dire « Ah, ma cousine, elle les a eu à 12 ans, ou ma sœur, elle les a eu à 12 ans. » C'est pas normal, non, parce que on a quand même de la marge, mais à partir d'un certain âge, à 15 ans, à 16 ans, il faut consulter. Parfois, c'est un retard physiologique, parfois, il y a un problème. Ça, c'est l'aménorrhée primaire. Alors, l'aménorrhée secondaire, c'est-à-dire c'est une fille qui a déjà eu ses règles, et à un moment donné, elle n'a plus ses règles. Alors, bien sûr, la cause la plus évidente et qu'il faut chercher, c'est une grossesse. Parce que c'est la principale cause d'une aménorrhée secondaire. Il y a aussi l'allaitement. L'allaitement empêche la réapparition des règles, ce qu'on appelle l'aménorrhée de lactation. D'accord. À partir de 40 ans, 50 ans, il faut penser à la ménopause. La préménopause, je pensais ça. Non, la ménopause. Non, la ménopause, c'est l'arrêt. La ménopause, c'est l'arrêt. Non, mais avant la ménopause, justement, docteur, il y a un certain retard. Non, ça dépend. Il y a des femmes qui commencent à voir leur cycle changer, ralentir. Voilà, c'est de ça que je parle. 28 jours, ça devient 35, ça devient 40 jours. Mais il y en a qui ont un arrêt net. Et quand on va chercher, on va trouver que c'est une ménopause. Parce que le syndrome de préménopause, ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut durer des jours. Ça peut être brutal. Et ça, c'est un peu évident parce que c'est à partir de l'âge de 40 ans, on va penser à la ménopause. Mais une jeune fille, on va pas penser à la ménopause, on va penser à d'autres pathologies, par exemple la prise de certains médicaments, la prise d'un contraceptif, ça peut arrêter les règles, l'anorexie qui est un problème récurrent chez les adolescentes, surtout avec le phénomène de grossophobie qu'on voit sur les réseaux sociaux, la recherche d'un poids très bas, rassemblé à des mannequins, on peut ne pas manger ou se faire vomir, on fait de l'anorexie, ça peut arrêter les règles, attention. Des maladies graves, comme des cancers, comme de la tuberculose, un peu, ça peut arrêter. Il y a l'origine psychogène, des maladies psychiques, des troubles alimentaires, tout ça,
peut faire allonger les règles, c'est-à-dire allonger les cycles ou arrêter les cycles. Donc c'est pour ça que tout événement, on va pas se comparer aux autres, mais on va se comparer à soi. On a un cycle qui change, il faut consulter un gynécologue. D'accord. Maintenant, docteur, vous aviez évoqué justement les hormones ou le dérèglement hormonal, et on a tendance à toujours relier, ou plutôt toujours, on va dire, attacher le problème d'hormones au retard des menstrues. On dit toujours, va vérifier ton TSH, va vérifier tes hormones, est-ce que tes hormones vont bien, avant de faire quoi que ce soit. C'est quoi le rapport entre hormones et menstrues, docteur? Alors, c'est relativement compliqué. Il y a un système endocrinien qui commence avec l'hypothalamus. Donc, c'est au niveau du cerveau. D'accord. Puis, il y a qui va sécréter des hormones. Après, qui vont contrôler l'hypophyse. L'hypophyse, qui va contrôler les ovaires. D'accord. Et c'est-à-dire le FSH, LH qui vont contrôler les ovaires qui vont sécréter l'œstrogène et la progestérone. En sachant qu'il y a d'autres hormones qui vont entrer en compte, il n'y a pas que ces hormones-là. Parfois, quand il y a un problème de thyroïde, il y aura des problèmes au niveau des hormones sexuelles féminines. Quand on allaite, donc il y a une sécrétion aussi d'hormones qui va arrêter, qui va faire un feedback pour arrêter ce cycle-là. Et parfois, c'est pas un problème hormonal, c'est plutôt un problème d'ovaire, d'utérus, etc. C'est pour ça que quand on se présente au gynécologue, il va nous faire bien sûr un examen clinique, une échographie pour voir l'état de l'utérus, des ovaires, mais aussi de faire un bilan biologique, hormonal notamment, mais pas que. On peut chercher s'il y a un déséquilibre au niveau de la vitamine D, s'il y a des déséquilibres au niveau des oligo-éléments. Et bien sûr, s'il y a un problème, on peut même demander un scanner, voire un IRM cérébral pour voir s'il y a un problème de prolactinome, par exemple, qui est une tumeur qui sécrète une hormone qui est la prolactine et qui va perturber ce cycle sexuel féminin. D'accord. Donc maintenant, on dépasse le cap de la compréhension médicale pour parler de la santé publique et l'accès aux soins. Vous avez évoqué, docteur, la nécessité de consulter. Or, dans beaucoup de zones rurales en Afrique, l'accès aux soins est limité. Que se passe-t-il pour ces femmes? Alors, c'est vrai qu'en Afrique, on a un taux de fécondité qui est très important. Un taux de fertilité qui est très important. Si on parle du Nigeria, par exemple, on prend le cas du Nigeria. Et du Niger. Au Niger, plutôt, on commence à avoir une phobie d'avoir plus d'enfants. Hein. Maintenant, les femmes, quand elles tombent enceintes, elles ont peur. C'est le mal occidental. C'est le mal occidental. Mais vous savez que, pour vous montrer que c'est tellement compliqué, même pour un médecin comme moi, une femme occidentale a en moyenne 450 cycles menstruels dans sa vie. La femme aborigène, par exemple, de l'Australie, en 180 uniquement. Non, mais quand même, il y a une grande différence. Mais pourquoi, justement? Pourquoi? Parce qu'une femme aborigène, elle a beaucoup d'enfants. Et qui dit beaucoup d'enfants, dès qu'elle tombe enceinte, il n'y a plus de règles. Après, elle va allaiter, il n'y a plus de règles. Elle va retomber enceinte. C'est normal. Parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc, les règles sont assez rares. Contrairement à une femme occidentale qui a peut-être un enfant ou deux enfants maximum. Donc, elle ne multiplie pas les grossesses, donc elle a beaucoup plus de règles. D'accord. Donc, tu vois que c'est très compliqué d'une femme à une autre, d'une société à une autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux autres, mais la femme, elle doit consulter par elle-même devant tout changement. Il y a les douleurs, bien sûr, qu'on appelle les dysménorrhées. Il y a les ménorrhagies. Alors, c'est quoi les ménorrhagies? Ce sont des règles qui sont trop longues. Alors, en moyenne, chez une femme, ça dure 3 à 5 jours, voire 6 jours. Mais si on voit que les règles durent 6, 7, 8 jours, il faut consulter. Des règles qui sont trop abondantes en quantité, là, il faut consulter. Et si c'est le cas à chaque fois, si c'est le cas à chaque fois pour une femme, par exemple, elle a des règles qui durent à chaque fois 8 jours et qui sont toujours abondantes, c'est-à-dire il n'y a pas de changement. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'il faut toujours et quand même consulter? Alors, c'est pas toujours dangereux, mais ça peut avoir un impact, notamment dans l'anémie.
la principale étiologie d'une anémie chez une jeune fille, ce sont des règles qui sont trop longues ou trop abondantes. Donc, elle fait une anémie par carence en fer. S'il y a un impact, même si c'est quelque chose d'habituel, de naturel, on est obligé de donner, par exemple, du fer, de renforcer cette patiente. Mais parfois, même devant des symptômes un peu inhabituels, on peut consulter le gynécologue, il va nous dire il n'y a rien de particulier. Donc c'est rassurant. Donc on peut accepter. Maintenant, si c'est très douloureux, on va prendre des traitements pour la douleur. Si c'est vraiment abondant avec un impact, le gynécologue peut nous donner des traitements hormonaux pour équilibrer, pour qu'il n'y ait pas un impact. Donc c'est très compliqué. On peut pas donner des conseils comme ça sur les ondes, parce que ça peut être physiologique, ça peut être pathologique, ça peut être différent d'une femme à une autre. Donc c'est à la femme en premier de dire au gynécologue, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas l'habitude de faire ça. Tout simplement. Le gynécologue de trouver le problème. Il faut tout dire. Voilà. Et on reste avec le problème de moyens, docteur. Et justement, faute de moyens, beaucoup utilisent encore des protections de fortune, ce qu'on appelle des protections de fortune. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur leur santé? Oui, il faut faire très attention, parce que il faut acheter les bons produits, les produits adaptés. Et là, justement, docteur, on parle de manque de moyens. On peut pas se permettre Là, on va penser plutôt à quelque chose d'artisanal. Mais il faut faire très attention parce que ça peut s'infecter. Est-ce que vous recommandez quelque chose, docteur? On peut pas recommander parce que ça dépend de la patiente, ça dépend de sa morphologie, ça dépend de son cycle. Seul le gynécologue, après un examen, il va vous nous dire est-ce qu'il faut porter telle protection ou telle protection selon la personne. Il n'y a pas de protection standard. Mais justement, vous avez évoqué le mot artisanal, donc je ne sais pas si un médecin pourrait prescrire tout ce qui est artisanal, peut-être comme supplément. Mais il peut donner des conseils. Voilà, comme conseil. Vous savez, avant, ce phénomène physiologique existe depuis des milliers d'années. Oui. On n'a pas attendu des produits industriels pour nous avions parlé de ça dans la médecine traditionnelle. Oui, pour aider la femme. Mais on peut toujours demander conseil au médecin parce que la science change, la science évolue et les femmes sont différentes l'une des autres. Un simple exemple, si on va au magasin ou dans une supérette pour qu'une femme achète des protections pour elle, on voit qu'il y a plusieurs marques, plusieurs formes, plusieurs tailles. Donc, c'est pas quelque chose de standard. Soit on demande à ses aînés, parce que c'est ce qui se fait le plus, c'est demander à sa maman, à sa sœur, à sa tante de nous aider, surtout pour une jeune fille adolescente. Et on peut demander, parce que ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut qu'on ait cette culture de consulter quand on n'est pas malade. Que ce soit le dentiste, c'est vrai. Que ce soit l'ophtalmologue, faire des que ce soit le bilans. gynécologue. On peut consulter après une grossesse un gynécologue ou après un mariage, par exemple. Juste après le mariage, on peut consulter, faire une consultation comme ça chez le gynécologue. On peut demander des conseils. Après il y en a même qui font avant le mariage. Avant le mariage, après le mariage, sur les rapports sexuels. Parfois, c'est des questions qui sont un peu gênantes. Mais pour nous, médecins, bien que je ne sois pas gynécologue, mon épouse est gynécologue, mais je peux dire que il n'y a aucune question qui dérange un médecin. Que ce soit l'homme ou la femme, même l'homme, il peut demander au médecin, je vais avoir mon mariage prochainement, je peux avoir des rapports sexuels, est-ce que je peux vous poser telle question sur l'intimité? C'est pas un problème. Moi, je suis pas gynécologue, je suis infectiologue. Moi, je suis pas gynécologue, je suis infectiologue. Parfois, on me dit, par exemple, j'ai le VIH. Est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux avoir des relations non protégées? Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir des relations non protégées. Et justement, docteur, vous êtes infectiologue. Parlez-nous donc des risques infectieux. Et ces infections dont vous allez nous parler, est-ce que ça va être des infections qui peuvent avoir un impact sur la fertilité à long terme? Oui, malheureusement. Alors, il faut sexuellement parlant respecter cette période de menstruation. Ça s'est prouvé médicalement. Il faut éviter tout rapport sexuel parce que
que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Le danger est double. Le danger est double. La femme, elle a des perturbations au niveau de son endomètre, enfin au niveau de son utérus. Il faut respecter ça. C'est une période à respecter, ne pas avoir de rapport sexuel parce que c'est dangereux pour la femme et pour l'homme aussi. Il faut rappeler que même pour les infections sexuellement transmissibles, cette période-là va augmenter le risque. C'est ça. Que ce soit pour la syphilis, pour le chlamydia, pour le trichomonas, et pour le syphilis et pour le VIH/SIDA. Parce qu'il y a un saignement. Et on sait très bien que plus il y a un saignement, que ce soit sexuel ou autre, plus le risque est important. Donc tu as bien fait de me poser cette question. Et il faut surtout ne pas hésiter à poser toutes les questions aux médecins gynécologues, parce que je sais que c'est une question d'intimité. Je pense qu'on va aider beaucoup de femmes avec notre émission, parce que parfois elles n'osent pas poser des questions et nous on dit la vérité. C'est le but justement. Voilà, c'est le but. Mais il ne faut pas hésiter à poser même les questions qui semblent un peu débiles, excuse-moi le nom. Moi, on me pose des questions, par exemple pour le VIH, est-ce que je peux boire dans le même verre avec mon frère? Est-ce que je peux manger avec la même cuillère? Vous voyez ce genre de questions. Faute de sensibilisation parfois, du savoir. Voilà, c'est on pas a grave. honte de les poser, mais par exemple, il y a une question qui est très importante. C'est qu'on dit que le VIH se peut transmettre par le sang, alors que le moustique, il va piquer le sang des patients. Oui. Et on va nous dire, ça passe par le sang, mais on a des moustiques. Nous, on les rassure. On leur dit, si les moustiques vont transmettre, je suis le premier à être victime parce que dans mon service, il y a des moustiques. Et on sait maintenant, 40 ans après le début de la maladie du sida, que le moustique ne transmettra jamais le VIH. Donc parfois, une petite question comme ça, on a peur de la poser, mais après on est soulagé parce qu'on a la réponse. Donc en ce qui concerne les femmes, juste mon message, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut connaître son anatomie, c'est-à-dire sa physiologie, son anatomie, son corps. Et quand on va chez le gynécologue, si on a une question, il faut la poser. Il faut toujours poser des questions, surtout lorsqu'il s'agit d'intimité. Et il faut rappeler qu'on a beaucoup de sociétés en Afrique. C'est des sociétés traditionnelles qui ont un héritage culturel ancien avec de bonnes choses, mais aussi avec de mauvaises choses. Maintenant, si les protections... Allez-y, docteur. Oui. Non, je veux dire, faut pas toujours suivre ce qui se fait depuis des centaines d'années ou des milliers d'années. On peut évoluer en matière de santé. On peut écarter quelques pratiques qui peuvent être dangereuses pour la santé. Maintenant, si on parle un peu de politique et de structure, si les protections hygiéniques sont inaccessibles pour beaucoup, est-ce lié à leur prix, à la fiscalité ou à un problème d'approvisionnement selon vous, docteur? Alors, le prix, ça dépend de la production nationale. Je te donne un exemple. Les antispasmodiques intestinaux, je vais pas donner de marque, il y a des médicaments français qui coûtent à peu près 3 à 4 dollars. 3 à 4 dollars en Europe, c'est pas cher. Mais dans certains pays d'Afrique, c'est un budget. C'est un budget, exactement. Nous, en Algérie, on fabrique pratiquement 82% de nos médicaments. Donc, ce médicament-là, qui pour les douleurs du côlon, etc., c'est un antispasmodique, nous, on l'achète en Algérie à peu près 130 dinars, ce qui fait même pas 1 euro. Une fois, j'étais en déplacement dans un pays en Afrique subsaharienne, j'ai pas trouvé ce médicament national, j'ai trouvé le médicament français. Et là, ça m'a coûté 4 euros. Donc, dans certains pays d'Afrique, on n'a pas de production nationale. Donc, on va acheter des protections hygiéniques européennes ou américaines qui sont très chères pour un citoyen africain. C'est pour ça que ce genre de produit qui est en rapport aussi avec la santé des personnes, il faut qu'il soit produit localement pour avoir de bons prix pour permettre au maximum d'en bénéficier. On est dans un média panafricain.
est-ce que les médias justement ont une responsabilité particulière pour briser le silence autour de ce sujet qui reste très souvent un tabou? On retrouve un manque d'information. Est-ce que déjà ce manque d'information, il peut déjà affecter ces jeunes filles, même quand elles commencent à avoir le premier ou autour plutôt des les premières menstruations, on a ce mal à en parler. C'est ça le problème. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans les médias africains pour deux raisons. Premièrement, on a des problèmes de santé qui sont plus graves. Je le répète souvent, tuberculose, sida, paludisme, l'Ebola actuellement, etc. Donc, pour nous, les menstruations, c'est physiologique, c'est même pas une maladie. Donc, c'est pas une priorité. Et je te remercie de m'avoir proposé le thème parce que c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est toi qui l'as proposé. C'est vrai. Parce que c'est un problème de santé. Je dis pas que les menstruations c'est un problème de santé parce que c'est un phénomène physiologique, mais ça peut s'accompagner de problèmes, dysménorrhée, les douleurs, etc. Et pourtant, c'est une question sur laquelle on retrouve des milliers de questions, des milliers de femmes qui se posent tellement de questions dans des groupes, dans des pages Facebook, un peu partout, mais pour en parler dans des médias. Mais pour les médias traditionnels, les médias de masse, on n'en parle pas assez. Et puis aussi, c'est dû aussi à la femme africaine, parce que la femme africaine, en général, je vais pas généraliser, hein, mais dans la majorité des cas, si c'est une jeune fille africaine, et quand je dis africaine, c'est subsaharien ou nord-africain, elle va dire à sa mère, j'ai très mal pendant les règles, sa mère, elle va lui dire que c'est normal. C'est normal, c'est toujours la réponse. C'est normal, il y a d'autres problèmes plus sérieux. Alors que ça peut ne pas être normal. Parfois, la douleur, elle est incommodante. Vous savez que dans certains pays, comme le Japon, il y a ce qu'on appelle le congé menstruel. Quand il y a des femmes qui ont très mal pendant les règles, on va leur donner chaque mois 2 ou 3 journées pour ne pas travailler. Pourquoi? Parce que la douleur, moi je suis mal placé pour le dire, mais parfois la douleur, elle est insupportable. Et malheureusement, les mamans africaines, elles sont dures, pas dans le sens dur, mais dans le sens c'est des survivantes. On va répondre, ouais, c'est normal, c'est juste une douleur menstruelle. Il y a d'autres problèmes qui sont plus graves. Mais avec là, ce qu'on vit en 2025, on cherche toujours la santé des femmes africaines et le confort aussi des femmes africaines. Donc, c'est bien d'avoir de ce genre d'émission pour renforcer, un peu être solidaire avec les femmes et de dire, même une douleur qui est normale, qui est physiologique, mais on peut traiter pour la rendre un peu moins inconfortable. Plus légère. Docteur, j'ai une autre question que j'aimerais finir avec. C'est vrai qu'on ne peut pas, à partir du moment où on a des douleurs, on peut pas survivre sans les médicaments. On a tendance à prendre des médicaments. Et il y a un médicament qui est très connu, c'est Xydolgine. Mais beaucoup se demandent, et beaucoup de mamans l'interdisent pour leurs filles, disant ça va jouer sur la fertilité, tu vas avoir des problèmes après ton mariage, etc. Donc il y a des idées qui se répondent un peu partout. Qu'en dites-vous sur ces idées? Est-ce que sont vraies? Est-ce que sont fausses? On nous pousse toujours à prendre des tisanes, de l'herbe, des trucs comme ça qui sont faits à base d'herbe, c'est-à-dire tout ce qui est artisanal. Alors, qu'en dites-vous, docteur? Alors, en tant que médecin, je dois dire que j'aime pas les médicaments. Si je peux ne pas prendre un médicament, oui, mais on prend un médicament que si c'est nécessaire. On a parlé des vitamines, des oligo-éléments. Dans 80% des cas, c'est pas nécessaire. D'accord. Et quand c'est nécessaire, on est obligé. Dans ce cas, je le répète depuis le début de l'émission, ça dépend de la femme. Il y en a où c'est juste un petit inconfort. Non, justement, docteur, dans ma question, j'ai mentionné, dans cette dernière question, j'ai mentionné que dans le cas où les règles sont très douloureuses. Alors, ça peut aller de la petite compresse chaude qu'on met sur le ventre à l'hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus. C'est-à-dire, ça peut être une petite douleur qu'on va traiter avec une tisane, avec une compresse chaude. Ça peut aller au paracétamol, ça peut aller au paracétamol codéiné, ça peut aller aux anti-inflammatoires. Xydolgine. Ça peut aller... Oui, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique, mais c'est au gynécologue de donner. C'est pas de l'automédication. Donc on a dit que dans les cas les plus graves, on enlève carrément l'utérus. Il y a des femmes qui ont tellement mal, et dans le cas de l'endométriose, ça dépend,
c'est une migration du tissu endométrial qui peut être dans l'œil, qui peut être dans le cerveau, qui peut être dans partout. Et à chaque cycle, on a des douleurs un peu partout, c'est des douleurs atroces. Parfois, le traitement, c'est d'avoir une intervention chirurgicale et on enlève l'utérus. Carrément. Pour me dire que une douleur, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, le seul moyen, c'est de voir un gynécologue qui peut commencer doucement à augmenter la gamme dentalgique. Ça peut aller juste avec des anti-inflammatoires. Hein. Moi, je connais des femmes qui prennent des anti-inflammatoires pendant leur cycle et ça marche. Donc, tout ce qui est médicaments, bien sûr qu'il faut éviter au maximum, mais parfois, on est obligé. C'est comme l'appendicite. Personne ne veut être opéré. Très bien. Mais si on a l'appendicite, on n'a pas le choix. Très bien, merci beaucoup docteur, c'est avec cette question que nous refermons justement ce numéro. Merci pour vos éclairages. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que les menstruations ne sont pas seulement une affaire biologique, elles touchent à la santé, à l'éducation, à l'économie, à beaucoup de choses. Rompre les tabous, garantir l'accès aux protections et intégrer la santé menstruelle dans les politiques publiques, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Santé Mag Afrique pour un nouveau rendez-vous santé.